What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez je m'en vais faire du ménage après cette vidéo-là qui existe. J'ai une semaine intéressante, je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler d'un chant de Noël de Charles Dickens. Charles Dickens écrit en 1800 au 19e siècle. Puis, dans le fond, ce qu'il voit, c'est la montée du capitalisme, l'arrivée du prolétariat. Puis, il prend le petit peuple en pitié. Donc, il décide d'écrire principalement, en fait, sur les effets néfastes du capitalisme sur la population en général. Puis, quand je parle de population, je veux vraiment dire des gens comme vous et moi. Donc, l'ouvrier moyen, le travailleur moyen. Et dans un chant de Noël, c'est encore un thème qui ressort. En fait, on suit un propriétaire d'affaires un peu véreux. Il n'y a aucune sympathie en fait à l'égard de personne, cet individu-là, jusqu'au jour où, un peu avant Noël, il rencontre un fantôme dans le fond, donc le fantôme de son ancien associé, qui lui annonce la venue de 3 esprits qui vont le visiter dans les jours suivants. Et il l'invite en fait à écouter les messages de ces esprits-là parce que, selon ses dires, s'il continue de vivre sa vie comme ça, il va finir en fait par errer tout le temps de sa mort. Un peu comme justement l'ancien associé est obligé de faire. Donc il vient lui lancer une perche, l'invite à changer. Et effectivement, il y a 3 esprits qui vont visiter cet individu-là. Soit l'esprit des Noëls passés, l'esprit du Noël présent et l'esprit des Noëls futurs. Et c'est grâce en fait à ces 3 esprits-là que le personnage principal constate qu'effectivement la manière dont il vit n'a pas de crise de bon sens et qu'il faut absolument qu'il change, qu'il devienne plus généreux. Donc il y a une morale là, très judéo-chrétienne là-dedans. Il se met à aider les plus pauvres, les plus démunis. C'est super beau. C'est assez dense comme écriture. Là. Justement, ça a été écrit au 19e siècle. Donc je vous le dis tout de suite, ça se lit pas super rapidement. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que les personnages étaient attachants. J'ai trouvé que la morale était belle. Puis ça m'a en fait même donné le goût d'aimer Noël, chose que j'ai pas aimé depuis que je suis enfant. Je pense que ça a une belle réflexion sur comment est-ce qu'on fête Noël. Il invite peut-être Charles Dickens à ne plus donner de cadeaux, mais à essayer de faire en sorte de passer la plus belle soirée possible. À la fin, son personnage, il commence pas à donner des cadeaux à tout le monde, il leur offre à manger, il leur offre des sous pour qu'ils puissent survivre. Donc définitivement, ça donne la morale en fait qu'on devrait peut-être investir plus de temps et même d'argent ultimement dans notre famille et dans l'idée de passer du bon temps avec notre famille. J'ai trouvé ce livre-là vraiment intéressant parce que on sent l'influence que ça a eu sur plusieurs contes qu'on connaît peut-être un peu plus aujourd'hui. Moi, ça m'a fait penser beaucoup au Grinch. Ça m'a fait penser également à l'épisode de Family Guy où est-ce qu'on voit les Noëls passer. Donc, on voit en fait que Charles Dickens est vraiment un homme que les contemporains ont étudié. C'est quelqu'un qui a eu une influence définitivement sur la littérature qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ces raisons-là, je vous conseille fortement Un chant de Noël qui, selon moi, est un incontournable de la littérature. C'est pas un livre qui m'a marqué particulièrement, mais c'est un livre que j'ai bien apprécié. La morale est intéressante. Même si c'est assez dense et assez riche comme écriture, ça se lit quand même très bien. Donc, je vous le conseille. Autour de Dédé Fortin, c'est la première biographie que je lisais dans mon défi littéraire. C'est une biographie qui a été écrite par Jean Barbe, qui est un auteur quand même connu au Québec. Il a été assez jeune rédacteur en chef pour le magazine Voir. C'est un homme qui écrit vraiment bien. Et Autour de Dédé Fortin, en fait, est une biographie qui, selon moi,
est vraiment différente de toutes les biographies que j'ai lues dans ma vie. Dès le début, en fait, Jean Barbe nous le dit là, dès la fin du premier chapitre, que ceux qui aiment les histoires salées et les détails croustillants s'achètent des chips. J'ai trouvé ça intéressant qu'il commence en nous disant ça, parce qu'effectivement, c'est pas le genre de biographie dans lequel vous allez apprendre beaucoup sur Dédé Fortin. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, on tombe dans des biographies qui sont super épaisses. On nous donne des petits détails qui sont effectivement intéressants, mais qui sont plus de l'ordre du croustillant, qui nous apprennent pas grand-chose sur l'individu en soi. Ce que Jean Barbe a décidé de faire, en fait, c'est de rapprocher sa vie à celle de Dédé Fortin, mais également de parler, en fait, de la statistique qui est vraiment alarmante, qui est le taux de suicide chez les hommes de 18 à 40 ans au Québec, qui est un des taux les plus hauts, sinon le taux le plus haut de tout l'Occident, de tous les pays occidentaux. Donc ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de notre société. Puis il prend Dédé Fortin un peu comme la figure de proue je sais pas si figure de proue c'est le bon terme, là, mais comme la figure du suicide. Puis il analyse en fait qu'est-ce qui peut amener un homme tel que Dédé Fortin à poser un acte aussi dramatique et aussi drastique que ça. Il y a des phrases qui sont sublimes, des phrases comme « Quand on a soif d'espoir et qu'il n'y a plus d'espoir, il reste la soif » pour parler de son alcoolisme. Jean Barbe utilise ce terme-là, super intéressant. Il fait pas l'éloge de Dédé Fortin, pas du tout en fait. Il va nous parler des côtés plus... En fait, ce qu'on apprend le plus dans ce livre-là, c'est les côtés plus sombres de Dédé Fortin. Donc, sa facilité à l'adultère, toute l'espèce de côté control freak qu'il avait, son ego qui est devenu démesuré à la toute fin. Puis ben, c'est des faits en fait qui amènent Jean Barbe à réfléchir sur le succès, sur le bonheur. C'est très philosophique, c'est presque un essai en fait. Donc c'est une espèce d'hybride vraiment ce livre-là. C'est pas, oui c'est une biographie, mais c'est pas une biographie telle qu'on la connaît. Oui, c'est une biographie, oui, ça emprunte des codes à la biographie, mais c'est pas une biographie typique. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a des passages comme celui-ci qui m'a marqué, où est-ce qu'il dit « Nous sommes des dizaines, des centaines de milliers à avoir été touchés au cœur par sa disparition, à avoir mal. Des milliers à penser secrètement « Cela aurait pu être moi. » Car cela pourrait être nous, non? Dédé Fortin n'avait-il pas, après tout ce que notre société dit et répète qu'il faut posséder pour espérer la satisfaction, la célébrité, le pouvoir, la liberté et l'argent qui commençaient à rentrer? Et si, possédant cela, il a cru bon tout de même de mettre fin à ses jours, que nous reste-t-il d'espoir à nous qui n'avons pas encore la célébrité, le pouvoir, la liberté et l'argent, mais travaillons pour les obtenir? Ce que nous désirons s'avérerait-il illusoire au bout du compte? N'y a-t-il donc pas d'état à atteindre où nous serions juste bien, protégés, stimulés, heureux? Mais alors, à quoi sert de vivre? Nous ne savons pas et c'est précisément parce que nous ne savons pas que nous sommes frères et sœurs de celui qui s'est donné la mort. Il ne devait pas savoir lui non plus. Mais alors qu'est-ce qui cloche chez nous? Qu'est-ce qui cloche pour qu'on laisse faire ça? Je veux dire, les gens meurent, non? Ils meurent de soif. Dédé Fortin est mort de soif, j'en suis convaincu. Et on braille, on écrit des tartines dans les journaux, et on prend un air grave au téléjournal, et puis c'est tout. Je veux bien que le communisme soit dépassé, que l'anarchie ne soit qu'un modèle théorique, mais merde, ça ne va pas, non? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça bien? Vous êtes vraiment heureux? Vous n'avez pas une boule dans le ventre par hasard? Une boule d'angoisse qui parfois enfle et parfois rapetisse? Une boule bien dure depuis des années, depuis toujours. L'angoisse, elle est là. C'est nous qui l'avons créée et c'est elle qui nous dévore. Wow! C'est ce genre de passage-là, justement, qui, selon moi, fait de ce livre un incontournable de la biographie. Que vous aimiez Dédé Fortin, que vous soyez un fan inconditionnel, que vous connaissiez tout sur la vie de Dédé Fortin, ou que vous ne le connaissez pas du tout.
ce qui serait quand même en soi surprenant. Je vous conseille tellement fortement Autour de Dédé Fortin parce que je trouve justement que c'est un des meilleurs essais sur le suicide que j'ai lu de ma vie. Je trouve que c'est pour la première fois un livre qui parle de ce sujet-là sans tomber dans la dramatisation, mais en même temps sans non plus peser ses mots. Je pense qu'enfin on parle d'un sujet qui est sensible au Québec et duquel on doit parler plus souvent. Donc définitivement Autour de Dédé Fortin, je le sais d'avance, j'ai pas terminé encore le 3e livre, mais ça va être ma suggestion de la semaine, c'est assuré. Il n'y aura pas de segment de suggestion de la semaine. Allez vous chercher Autour de Dédé Fortin, vous avez pas le choix de lire ça. Et je termine ça en vous parlant de Chagrin d'école de Daniel Pénac. J'ai trouvé cette belle édition de la collection blanche de Gallimard pour 1$ dans une friperie. J'étais très content parce que récemment, si vous vous rappelez, j'ai lu Comme un roman de Daniel Pénac que j'avais beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu cette édition-là pour 1$, j'ai sauté dessus. Et c'est d'ailleurs la première lecture qui m'a donné le goût dans ma bibliothèque. Dès que je l'ai acheté, j'ai fini le livre que j'étais en train de lire, je me suis embarqué là-dedans. J'ai été un peu déçu quand même, honnêtement, par Chagrin d'école. J'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai trouvé que c'était long un peu pour rien. En fait, Chagrin d'école, c'est encore une espèce d'essai sur le milieu scolaire. Daniel Pénac nous parle de son ancienne vie de cancre. C'était un très mauvais élève quand il était jeune. Par la suite, il est devenu professeur. Donc ça a fait du sens quand j'ai appris ça parce que, comme je vous disais, je trouvais que Comme un roman était une espèce de manuel à l'enseignement. Chagrin d'école, c'est un peu ça aussi, parce que justement, Daniel Pénac nous parle de comment approcher les élèves, comment faire en sorte qu'ils se sentent bien, comment faire en sorte qu'ils apprennent s'ils sont des mauvais élèves, ce qui en soi est vraiment intéressant, mais en même temps, il y a un certain moment où est-ce qu'on finit par se dire que Daniel Pénac pense peut-être avoir la science infuse, puis je pense qu'il n'y a pas une seule manière d'enseigner, puis parfois on a l'impression avec ce livre-là que Daniel Pénac se pète un peu les bretelles. Heureusement, il a utilisé une mécanique vraiment intéressante. Il a ajouté un deuxième... en fait, c'est pas un deuxième narrateur, mais c'est plutôt une discussion qu'il y a avec le cancre qu'il était étant jeune. Puis, ça vient vraiment briser, en fait, justement, peut-être cette impression-là qu'on a que Daniel Pénac peut peut-être se prendre un peu pour un autre. Il y a un moment super intéressant, justement, à ce niveau-là, à la page 183, où est-ce que le chapitre commence par « Ah, enfin! Quoi enfin? Je connais cette voix. Elle rôde en moi depuis les premières lignes de ce livre. Elle guette en embuscade, elle attend la faille. C'est le cancre que je fus. Toujours vigilant, plus enclin que mon moi d'aujourd'hui à porter un regard critique sur mon activité de professeur. Jamais pu m'en dépêtrer. Nous avons vieilli ensemble. Enfin quoi? Enfin, on arrive à ton Y à toi, ton Y de professeur, ta zone d'incompétence. Parce qu'à te lire jusqu'à présent, tu m'avais tout l'air d'un prof irréprochable, dis donc. Et que je te sauve tous les dysorthographiques de la création. Et que je te remplis tout un chacun de littérature inoubliable. Et que je te rends méthodique les esprits les plus confus. Jamais d'échec alors? Un gars sur qui ça ne prend pas, ça ne t'est jamais arrivé? Petit nul revanchard qui remonte de mes abysses pour réveiller mes fantômes. Et ça marche. 3 visages apparaissent aussitôt. 3 visages de fond de classe en terminale. Ils ont quelques dizaines de points à rattraper au bac de français, mais restent parfaitement étanches à ce que je leur dis de Camus dont ils doivent présenter l'étranger. Présent à tous les cours, mais totalement ailleurs. 3 étrangers ponctuels à qui je n'ai jamais pu arracher le moindre signe d'intérêt et dont le silence m'a acculé au mur magistral. Mes 3 Meursault. Ils étaient devenus une espèce d'obsession.
le reste de la classe ne suffisait pas à les ôter des yeux. Bref, ce personnage-là du Daniel Cancre vient vraiment, je trouve, bien compléter peut-être le texte parce que c'est grâce à lui justement qu'on voit peut-être les failles de Daniel Pennac, on voit les questions que lui-même se pose par rapport à son enseignement, par rapport à peut-être sa vision un peu optimiste de l'école. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il critique la société, qu'il critique le système scolaire. Il est très moderne dans la mesure où est-ce qu'il défend les jeunes banlieusards, les fils d'immigrants. Il invite en fait les gens peut-être à avoir un regard plus indulgent sur leur situation, à comprendre que ce qu'on nous peint dans les médias, c'est pas la réalité. Donc Daniel Pennac définitivement a vraiment une plume qui est intéressante, c'est moderne, c'est rafraîchissant. Par contre, j'ai trouvé que le livre était un peu long. Je pense qu'on aurait pu condenser ça facilement. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Juste pour cette raison-là, je ne le recommanderai pas parce que justement, c'est devenu assez redondant à un certain moment de ma lecture. J'avais hâte que ça termine. Mais sinon, j'ai bien aimé Chagrin d'école, honnêtement. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un qui existe. Et on se revoit la semaine prochaine. Comme d'habitude. Peace out.